Le vent glacial de l'hiver s'infiltrait entre les colonnes massives de la gare Saint-Lazare. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux sombres, formaient une marée humaine indifférente. Parmi eux, une silhouette frêle avançait lentement, tenant contre elle un sac en toile élimée. Claire, âgée d'à peine 16 ans, portait un bonnet troué et un manteau trop grand pour sa taille, sans doute trouvé dans une benne à vêtements quelques jours plus tôt. Ses joues étaient rouges de froid, mais c'était la faim qui la tourmentait le plus. Depuis des semaines, elle arpentait les rues de Paris, dormant dans des centres d'accueil ou dans des entrées d'immeubles abandonnés. Sa mère, Jeanne, l'attendait dans une chambre froide et humide d'un petit immeuble du 11e arrondissement. Malade depuis des mois, elle toussait sans cesse et les médicaments qu'il recevait au dispensaire n'étaient plus suffisants. Ce matin-là, Claire avait décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Il lui fallait trouver de quoi acheter une boîte de comprimés, au moins pour soulager les douleurs. Elle pénétra dans le hall principal de la gare. Au milieu de l'agitation, un piano noir, lustré malgré les marques du temps, trônait sur une estrade en bois. C'était un de ces pianos publics installés pour encourager la musique et les instants de poésie urbaine. Habituellement, Claire ne se serait jamais permis d'y toucher, mais ce jour-là, la nécessité l'emporta sur la timidité. Près du piano, un homme élégant d'une quarantaine d'années consultait son téléphone. Costume sur mesure, écharpe en cachemire, valise de cuir à la main. Il semblait pressé, mais Claire s'en approcha timidement, la voix presque étouffée par le bruit ambiant. « Monsieur, je peux jouer du piano pour 10 € » demanda-t-elle, le regard hésitant, cherchant à lire une quelconque empathie sur son visage. L'homme leva les yeux une seconde, surpris. Il ne comprit pas tout de suite ce qu'elle disait. Puis, distrait, il agita la tête négativement, en marmonnant quelque chose et s'éloigna d'un pas rapide. Claire resta immobile quelques secondes, humiliée, le cœur serré. Mais elle n'avait pas le choix. Les passants ne prêtaient pas attention à elle. Elle s'approcha du banc, posa son sac à côté et s'assit. Ses doigts tremblèrent de froid, mais dès qu'ils effleurèrent les touches, une chaleur familière s'éveilla en elle. Ce piano, ce son, c'était l'unique chose qui lui appartenait vraiment, même si elle n'en possédait aucun. Elle ferma les yeux et joua. La mélodie jaillit doucement, délicate, presque irréelle dans le vacarme environnant. Les notes coulaient comme de l'eau, dessinant un paysage silencieux que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. Elle jouait une berceuse oubliée, apprise des années plus tôt dans un refuge pour enfants abandonnés. Une vieille dame, Madeleine, lui avait enseigné cette mélodie mystérieuse, qu'elle appelait simplement la chanson du lac. Elle n'avait pas joué depuis des semaines, mais la musique était restée là, intacte, gravée en elle comme un refuge secret. Peu à peu, les bruits de la gare semblèrent s'effacer. Quelques passants ralentirent, certains s'arrêtèrent. Parmi eux, un homme venait de s'immobiliser, à quelques mètres de là. Il tenait une mallette, son manteau ouvert sur une chemise blanche. Il avait le visage figé, les yeux écarquillés, comme frappé en plein cœur. Il ne bougeait plus, pas même pour respirer. Le regard fixé sur la jeune fille au piano, il semblait voir un fantôme. La musique qu'il entendait, il la connaissait. Pas seulement parce qu'il l'avait déjà entendue, non. Il l'avait lui-même composée, lentement, patiemment, des années auparavant pour sa fille. Une mélodie secrète qu'ils étaient les seuls à connaître. Son cœur se serra. Ses jambes tremblaient. L'homme n'était autre que François Delattre, l'un des plus puissants dirigeants du pays, fondateur d'une entreprise de haute technologie au rayonnement mondial. Mais à cet instant, il n'était plus un chef d'entreprise. Il n'était qu'un père, stoppé net par une musique surgie d'un passé douloureux. Il fit un pas en avant, puis un autre, hésitant. Il n'avait pas entendu cette chanson depuis 6 ans, depuis le jour où Élise avait disparu. Le piano continuait de vibrer dans l'air froid de la gare, enveloppant les passants d'une mélodie douce et précise. Claire, les yeux fermés, semblait absente du monde qui l'entourait. Ses doigts couraient sur les touches avec une habileté étonnante, trahissant des années d'un entraînement que la vie, pourtant, ne semblait pas lui avoir permis. Elle n'attendait plus rien à ce moment-là. Ni l'attention des autres, ni les quelques pièces qu'on pouvait parfois lui jeter. Elle ne jouait pas pour séduire. Elle jouait pour se rappeler qu'elle existait encore. François Delattre, lui, restait pétrifié. Ses pas s'étaient arrêtés comme si son corps avait reconnu avant lui ce que ses oreilles tentaient encore d'assimiler. Cette musique, chaque note, chaque pause, tout, absolument tout dans cette mélodie lui appartenait. Non pas en tant qu'œuvre signée ou enregistrée. Elle n'avait jamais été publiée.
C'était une composition intime, créée lors de soirées d'hiver passées au coin du feu avec sa fille. Élise aimait inventer des chansons avec lui. Elle appelait celle-ci la chanson du lac, à cause des souvenirs d'un été passé dans les Alpes, près d'un lac tranquille où elle apprenait à nager. Il s'approcha lentement, passant entre les curieux qui commençaient à s'amasser autour de la pianiste. Il n'avait jamais revu cette partition ailleurs. Elle n'existait nulle part. C'était un code secret, un langage entre lui et Élise. Et pourtant, cette fille la jouait avec une précision troublante, comme si chaque note était gravée dans sa mémoire depuis toujours. Son cœur battait de plus en plus vite à mesure qu'il la contemplait. Elle avait le dos droit, les traits tendus mais calmes, les mains fines et agiles. Un frisson le traversa. Elle aurait l'âge d'Élise aujourd'hui. Mais ce n'était pas possible. Élise avait disparu. Disparu sans laisser de traces comme avalée par la ville. La dernière note retentit, suspendue quelques secondes dans l'air avant de s'éteindre. Un silence inhabituel envahit la gare. Même les annonces en fond semblaient avoir attendu que la musique s'évanouisse. Claire ouvrit lentement les yeux et regarda timidement autour d'elle. Quelques personnes l'applaudirent, d'autres restèrent silencieuses, touchées. Elle baissa la tête et fit mine de se lever, prête à partir, comme toujours. Mais une voix grave et ferme la retint. « Mademoiselle !» Elle se retourna. François s'était avancé à quelques pas d'elle. Il ne savait pas encore quoi dire exactement. Il craignait d'effrayer la jeune fille, de projeter sur elle des espoirs insensés. Mais il devait comprendre. « Où avez-vous appris cette musique ?» demanda-t-il avec une tension difficilement dissimulée. Claire le fixa, surprise par son regard insistant. Elle hésita, regardant autour d'elle, comme si elle cherchait une échappatoire. Sa main serra nerveusement la lanière de son sac. Elle répondit d'une voix basse, presque inaudible. « C'est une vieille dame qui me l'a apprise. Elle s'appelait Madeleine. Je vivais dans un foyer il y a quelques années. » François s'approcha un peu plus. Son souffle était court. Son esprit se battait contre l'émotion qui montait. Il devait se maîtriser. Il prit une voix plus douce, mais son regard restait perçant. « Cette chanson, elle a un nom ?» Claire haussa légèrement les épaules, confuse. Elle disait que ça s'appelait « La chanson du lac ». C'est comme ça qu'elle l'appelait, je crois. Je ne sais pas si c'est le vrai nom. François sentit son cœur s'arrêter. Il ne pouvait pas y avoir de coïncidence. Ce titre, ce nom, n'avait jamais quitté son cercle familial. Il n'y avait eu que lui et sa fille. Même son ex-femme n'avait jamais connu cette appellation. Ses jambes vacillèrent légèrement. Il fit un effort pour rester droit. « Tu viens souvent ici? Tu joues souvent sur ce piano ?» Claire hésita, méfiante. Elle ne comprenait pas cet homme. Bien habillé, visiblement riche, mais avec un regard agité, presque égaré. Il n'avait pas l'air dangereux, mais quelque chose en lui dérangeait. Elle baissa la tête, refusant de répondre. « Est-ce que je peux te poser une autre question ?» murmura-t-il, en tentant de ne pas alarmer les passants autour. « Ce collier que tu portes, c'est un cadeau ?» Claire porta la main à son cou. Sous son manteau usé, un petit pendentif en forme de goutte bleue pendait à une chaîne fine. Elle le gardait toujours sur elle. C'était la seule chose qu'elle possédait depuis toute petite. Sa mère lui avait toujours dit que c'était un objet précieux trouvé avec elle lorsqu'elle avait été abandonnée. Elle secoua la tête lentement. « Je ne sais pas. Je l'ai toujours eu. » François ne parvenait plus à cacher son trouble. Le pendentif, la musique, l'âge, tout pointait vers l'impensable. Mais il devait garder la tête froide. Il ne pouvait pas simplement se jeter sur elle avec des affirmations. Il fallait qu'il sache plus. Il devait comprendre comment cet enfant si semblable à Élise pouvait connaître leur mélodie secrète. Il reprit la parole, essayant de ne pas paraître trop pressant. « Je travaille dans une entreprise non loin d'ici. Nous organisons parfois des événements, des concerts pour des œuvres caritatives. J'aimerais que tu viennes y jouer. Tu serais payé, évidemment. » Claire le regarda, sceptique. Ce genre de proposition ne lui inspirait aucune confiance. Elle avait appris à se méfier. Mais l'idée de pouvoir gagner un peu d'argent, de quoi acheter les médicaments pour sa mère, lui donna une hésitation visible. Elle garda cependant le silence, prise entre la peur et le besoin. François sortit une carte de visite et l'attendit. « Tu n'as pas à répondre maintenant. Mais si tu veux, appelle ce numéro. Je ne suis pas un inconnu mal intentionné. Je t'assure. Et merci pour cette musique. Tu n'imagines pas ce qu'elle représente. » Claire prit la carte sans dire un mot, la glissa dans son sac et s'éloigna rapidement. Il la regarda partir, impuissant. Son esprit était en feu. Il devait savoir.
Il allait savoir. Ce soir-là, dans son bureau du boulevard Haussmann, François Delattre relut le rapport de police sur la disparition d'Élise, les photos d'enfance, les détails de cette nuit tragique où elle s'était volatilisée. Puis, il écouta à nouveau, en boucle, un enregistrement qu'il avait fait avec elle des années auparavant. La même musique, les mêmes notes, les mêmes silences entre les accords. Il n'avait jamais cru aux coïncidences. Et cette rencontre n'en était pas une. Le lendemain matin, un brouillard pâle couvrait les toits de Paris. Claire marchait lentement le long du canal Saint-Martin, les mains dans les poches, son sac usé pendant à son épaule. Elle n'avait pas beaucoup dormi. L'image de cet homme élégant à la gare, ses questions pressantes, la carte glissée dans son sac, tout revenait sans cesse dans son esprit. Elle s'était toujours tenue loin de ceux qui avaient trop d'argent, trop de mots polis et de sourires contrôlés. Sa mère l'avait toujours prévenue. Ces gens-là vivent dans un autre monde. Le nôtre, ils le regardent de loin, et quand ils s'en approchent, c'est rarement pour le bien. Claire n'avait jamais demandé pourquoi Jeanne détestait tant les gens de pouvoir, mais elle avait appris à écouter ces avertissements. Et pourtant, quelque chose, cette fois, était différent. Ce n'était pas seulement à cause de la promesse d'argent. C'était à cause de la manière dont cet homme l'avait regardée pendant qu'elle jouait. Il ne voulait pas l'acheter. Il avait été bouleversé, profondément, comme s'il l'avait reconnue. Mais comment cela aurait-il pu être possible? Personne ne reconnaissait Claire. Elle avait toujours été invisible. Elle s'assit sur un banc, sortit la carte de visite et la contempla. François Delattre, président-directeur général, Novatech. L'adresse était dans le 8e arrondissement. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier, sauf pour traverser rapidement. Trop propre, trop surveillé, trop inaccessible. Mais le nom de famille, Delattre, lui semblait étrangement familier, sans qu'elle parvienne à se rappeler d'où. Elle rangea la carte sans la lire davantage et rentra chez elle. L'appartement était sombre, humide. Jeanne dormait encore, serrée sous 2 couvertures. Claire posa doucement une boîte de comprimés sur la table, achetée avec les quelques pièces données par les passants la veille. Puis, elle s'assit au sol, dans un coin, et attendit que le sommeil la rattrape. 2 jours passèrent avant qu'elle n'ose franchir la porte de l'immeuble de verre de la rue de Courcelles. Le bâtiment de Novatech s'élevait comme une lame de lumière dans le ciel gris de Paris. Claire se sentait ridiculement déplacée au milieu des cadres qui passaient à la porte en costume, téléphone à l'oreille, attaché-case à la main. Elle entra, tremblante, les yeux fixés sur le sol. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste. Claire sortit la carte de visite et l'attendit. « On m'a dit que je pouvais venir jouer du piano ici, pour un événement. Monsieur Delattre m'a invité. » La femme la regarda, surprise, puis appela rapidement quelqu'un au téléphone. Quelques minutes plus tard, un jeune homme en costume vint la chercher et la guida à travers les couloirs brillants jusqu'à une salle spacieuse, vitrée, où un piano à queue noire reposait au centre d'une estrade. Claire resta figée devant l'instrument. Il semblait hors du monde, immobile, parfait. François entra peu après, vêtu plus sobrement que la première fois. Il lui fit un signe de tête, gardant une certaine distance. « Je suis content que tu sois venu. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise l'autre jour. Ce que tu as joué, je n'arrête pas d'y penser. » Claire ne répondit pas. Elle observa l'homme avec prudence. « Cette chanson, reprit-il doucement, tu m'as dit que c'était une vieille dame qui te l'avait apprise. Madeleine, c'est bien cela. » Elle hocha la tête. « Elle travaillait dans un foyer? Tu te rappelles du nom de ce lieu? C'était il y a longtemps, dans le 19e arrondissement. Je ne sais pas si ça existe encore. J'y suis resté quelques mois seulement quand ma mère était à l'hôpital. Madeleine s'occupait des enfants. Elle me la jouait souvent, et un jour, elle m'a montré comment faire. Elle disait que c'était une mélodie qu'elle avait entendue autrefois, mais elle ne savait pas d'où elle venait. François l'écoutait attentivement. Madeleine. Il ne connaissait pas ce nom, mais ce lien, même indirect, suffisait à éveiller en lui une certitude. Il sortit de sa poche un petit carnet, usé, aux coins abîmés. Il le posa devant Claire. « Regarde. » Elle ouvrit le carnet. Sur la première page, une portée musicale. Les premières notes de « La chanson du lac », identiques à celles qu'elle jouait. Elle leva les yeux, confuse. « C'est vous qui avez écrit ça ?» Il hocha la tête. « Avec ma fille. Nous avions l'habitude de composer ensemble, parfois juste pour s'amuser. Cette chanson,
Elle ne devait jamais être publiée. C'était entre elle et moi. Personne d'autre ne la connaissait. Un silence pesant s'installa. Claire n'osait plus parler. L'idée qu'elle ait appris quelque chose d'aussi personnel, aussi intime, par un simple hasard lui semblait absurde. Et pourtant, elle n'avait jamais su d'où venait réellement cette musique. Madeleine ne lui avait jamais expliqué pourquoi elle la connaissait si bien. Elle n'avait fait que la lui transmettre, comme un souvenir qui cherchait un nouveau refuge. François s'assit, la voix plus grave encore. « Ma fille a disparu il y a 6 ans. Elle avait ton âge à l'époque. La police n'a jamais su ce qui s'était passé. Elle s'appelait Élise. » Claire sentit une tension dans sa gorge. Ce nom, Élise, il réveillait en elle quelque chose de flou, comme une trace qu'on n'arrive pas à effacer. Elle se leva brusquement. « Je ne suis pas votre fille. Ma mère m'a élevée depuis toujours. J'ai peut-être été dans un foyer, oui, mais je ne suis pas Élise. » François ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'acquiescer lentement. « Je comprends. Je ne veux rien t'imposer. Mais laisse-moi une chance de comprendre. Peut-être pourrais-tu venir jouer à l'événement que j'organise la semaine prochaine? Tu seras libre de repartir ensuite si tu veux. » Claire hésita. Tout en elle criait de partir, de ne pas se mêler à cette histoire trop grande pour elle. Mais une autre voix, plus discrète, lui disait de rester, peut-être pour la musique, peut-être pour la vérité. Elle acquiesça lentement, puis sortit sans un mot. Dans le métro du retour, elle replia la carte de visite et la glissa au fond de son sac. Son cœur battait fort. Elle ne croyait pas à ces histoires de retrouvailles impossibles. Et pourtant, depuis qu'elle avait joué cette mélodie, plus rien ne semblait pareil. Les jours suivants, Claire fut tiraillée entre 2 sentiments contraires. D'un côté, la peur sourde que tout cela ne soit qu'un piège, une de ces illusions tendues par ceux qui veulent manipuler les plus vulnérables. De l'autre, un appel silencieux, une voix intérieure qu'elle n'avait jamais entendue aussi fort, comme si sa propre histoire, jusque-là restée floue et fragmentée, commençait lentement à prendre forme. Elle ne comprenait pas encore ce que signifiait vraiment cette musique, ni pourquoi cet homme d'affaires semblait si certain de la connaître. Mais une chose était claire. Depuis qu'elle l'avait rencontré, elle sentait que quelque chose, dans sa vie, était sur le point de basculer. Jeanne, sa mère, n'était pas au courant de sa visite chez Novatech. Claire avait préféré ne rien dire, non par manque de confiance, mais parce qu'elle sentait que parler de François provoquerait une réaction qu'elle ne saurait gérer. Elle connaissait trop bien l'instinct de repli de sa mère, cette manière de fuir dès qu'un danger potentiel surgissait. Alors, elle avait gardé le silence. Elle continuait à s'occuper d'elle, à lui apporter ses médicaments, à cuisiner avec ce qu'elle pouvait trouver. Mais en elle, une agitation nouvelle s'installait, de plus en plus difficile à contenir. Le jour de l'événement arriva. Claire, vêtue d'une robe simple que François avait fait livrer anonymement chez elle, soigneusement emballée dans un sac neutre, sans logo, se présenta à l'immeuble de Novatech en fin d'après-midi. Elle avait longuement hésité à l'accepter, mais la robe était sobre, élégante, sans excès, et elle savait qu'elle n'avait rien d'autre à se mettre pour une occasion aussi formelle. En entrant dans le grand hall, elle fut accueillie par la même réceptionniste, plus chaleureuse cette fois, qui l'invita à rejoindre une loge aménagée pour elle. Une styliste l'aida à se coiffer, à ajuster la robe, sans jamais poser de questions. Claire se laissait faire, mal à l'aise mais intriguée. Tout cela était nouveau, étranger, irréel presque, mais elle gardait les pieds sur terre. Lorsque l'heure arriva, elle fut escortée jusqu'à la scène. La salle était grande, sobrement décorée, avec des invités bien habillés discutant autour de coupes de champagne. Un grand écran affichait les projets humanitaires soutenus par l'entreprise. François Delattre ouvrit la soirée par un discours bref sur l'importance de soutenir les jeunes talents oubliés par la société. Puis il annonça Claire comme une artiste prometteuse à découvrir. Elle s'installa au piano, tenta d'ignorer les regards, respira profondément et commença à jouer. Cette fois, elle choisit une pièce différente. Pas la chanson du lac, mais une composition libre, inspirée des sons de la ville, de la rue, des bruits familiers de sa vie quotidienne. Elle joua avec force, avec nuance, laissant sa personnalité transparaître dans chaque note. Le silence dans la salle était total. Même les serveurs s'étaient arrêtés pour l'écouter. Lorsque la dernière note s'évanouit, il fallut quelques secondes avant que les applaudissements n'éclatent. Parmi les invités, une femme restait figée, le regard rivé sur la scène. Elle était responsable des relations internes chez Novatech depuis près de 10 ans. Son nom, Sandrine Morel.
Ce n'était pas la musique qui l'avait bouleversé, mais un détail minuscule, presque invisible aux yeux de tous, le collier que Claire portait. Une petite goutte de verre bleu suspendue à une fine chaîne d'argent. Elle l'avait vu auparavant. Elle en était sûre. Pas dans une vitrine, pas dans une publicité, mais sur une photo. Une photo qui n'avait jamais quitté l'esprit de l'entreprise. Plus tard dans la soirée, alors que Claire s'apprêtait à quitter la salle, Sandrine la rattrapa discrètement. « Excuse-moi, je ne veux pas t'importuner. Je m'appelle Sandrine, je travaille ici, c'était magnifique ce que tu as joué. Mais ce collier, où l'as-tu eu ?» Claire recula légèrement, méfiante. La question lui semblait étrange. Elle avait déjà répondu à ce genre d'interrogation. « Je l'ai toujours eu. Ma mère m'a dit qu'il était avec moi quand j'étais petite, quand elle m'a trouvé. » Sandrine sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Après quelques secondes de recherche fébrile, elle montra à Claire une photo. Une fillette de 7 ans, cheveux blonds attachés en queue de cheval, souriante, jouant sur un tapis. Au cou de l'enfant, le même collier. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle ne connaissait pas cette photo. Elle ne se reconnaissait pas. Et pourtant, il y avait dans le regard de cet enfant quelque chose de familier, une expression qu'elle ne parvenait pas à nier. Sandrine referma rapidement son téléphone. « Tu ne me dois aucune réponse, Claire. Mais je pense que ce collier n'est pas une coïncidence. » François, qui observait de loin, s'approcha prudemment. Il avait vu Sandrine montrer la photo. Il ne dit rien, mais son regard croisait celui de Claire avec une intensité nouvelle. Elle détourna les yeux, troublée. Elle avait besoin de comprendre, et pour cela elle devait parler à Jeanne. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire trouva sa mère réveillée, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, l'air fatigué mais lucide. Elle s'approcha et s'assit à ses pieds. « Maman, tu m'as toujours dit que tu m'avais trouvé, que tu m'avais élevé. Mais le collier que je porte, quelqu'un m'a montré une photo ce soir, une autre fille, plus jeune, avec le même collier. Ce n'est pas possible. Tu m'as menti ?» Jeanne la regarda longuement. Un silence pesant s'installa. Puis, elle se leva lentement, prit une boîte cachée sous une planche du sol et la posa sur la table. À l'intérieur, quelques objets poussiéreux, des lettres, des photos, un vieux carnet et un certificat d'abandon daté de 15 ans auparavant. Ce collier, il était sur toi quand je t'ai trouvé. J'ai jamais eu le cœur de l'enlever. Tu étais si petite, si malade. J'ai pris soin de toi comme j'ai pu. Claire sentit une boule dans la gorge. Elle prit le certificat et lut le nom inscrit à la main, à peine lisible, Élise Delattre. Elle leva les yeux vers sa mère. Tout ce qu'elle avait toujours cru, tout ce qui la définissait venait de se fissurer. Jeanne ne dit rien d'autre. Elle détourna le regard, comme si elle savait que la suite lui échapperait désormais. Claire resta là, immobile, face à une vérité qu'elle n'avait pas cherchée, mais qui désormais s'imposait à elle comme une évidence. La nuit qui suivit fut interminable. Claire, couchée dans son lit trop petit, les yeux ouverts fixés au plafond, revoyait encore et encore les mots griffonnés sur ce papier jauni. Le nom Élise Delattre tournait en boucle dans sa tête, entremêlé à des souvenirs flous, des images de lieux qu'elle n'arrivait pas à situer, des sensations qui ne correspondaient à rien de ce qu'elle avait vécu avec Jeanne. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'une coïncidence, que ce prénom sur ce document était une erreur, un nom d'emprunt utilisé par les services sociaux. Mais au fond d'elle, quelque chose se dérobait. Une part de certitude vacillait. Ce nom, ce collier, cette musique, tout s'imbriquait malgré elle. Le lendemain, sans dire un mot à Jeanne, elle retourna au siège de Novatech. Cette fois, elle ne tremblait plus en franchissant les portes de verre. Elle n'était pas venue pour jouer. Elle voulait des réponses. François, averti de sa visite, interrompit une réunion pour la recevoir immédiatement. Il la fit entrer dans son bureau, vaste et épuré, dont la baie vitrée donnait sur les toits gris de Paris. Il referma la porte lui-même, prit place face à elle et attendit qu'elle parle. « Vous avez dit que votre fille s'appelait Élise », commença Claire d'une voix plus ferme que d'habitude, « que cette musique, vous l'aviez composée ensemble, que ce collier appartenait à elle. Alors si tout ça est vrai, pourquoi ne m'avez-vous pas posé la question directement? Pourquoi cette mise en scène, cette invitation, ce jeu autour de la musique ?» François resta silencieux quelques secondes. Il observa la jeune fille, ses traits tirés, ses mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Elle lui ressemblait. C'était indéniable.
les yeux surtout, une lueur dans le regard, une façon de soutenir le sien sans baisser la tête. Il s'expliqua enfin, calmement, « Parce que je ne voulais pas t'effrayer. Je ne pouvais pas arriver avec des certitudes. J'ai perdu Élise il y a 6 ans. En quelques minutes, elle avait disparu, en pleine rue, alors que je parlais au téléphone. La police a mené des recherches pendant des mois. On n'a jamais retrouvé son corps, jamais eu la moindre preuve de ce qu'il s'était passé. Une disparition pure, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai vécu avec ça chaque jour depuis, et quand je t'ai entendu jouer cette mélodie, que je t'ai vue avec ce collier, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis sa disparition. Une évidence. » Claire détourna le regard. Elle ne voulait pas qu'il lise dans ses yeux l'inquiétude, le doute, cette peur soudaine de ne plus savoir qui elle était. Elle sortit le certificat d'abandon de sa poche et le posa sur la table. « Ce document, c'est ce que Jeanne m'a montré hier soir. Elle dit m'avoir trouvé malade, toute petite, dans une rue du 19e. Elle ne savait pas d'où je venais. Elle m'a soigné, puis m'a élevé. Elle ne voulait pas me perdre. Elle a falsifié les papiers. Elle m'a donné son nom. Mais elle n'a jamais dit un mot sur le passé. » François prit le papier avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. Ses yeux parcoururent les lettres, reconnurent l'écriture du médecin qui avait signé le signalement. Il serra les dents. « Tu ne te rappelles de rien? Rien d'avant Jeanne ?» Claire secoua la tête. « Juste des sons. Une voix qui chante. Un jardin, peut-être. Une odeur. Mais rien de clair. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Tu es libre de croire ou de refuser ce que je dis. Mais j'aimerais qu'on fasse un test ADN, rien d'invasif. Juste pour écarter le doute. » Claire recula, prise de vertige. L'idée d'un test de ce genre, d'une vérité scientifique, l'effrayait plus que tout. Parce que si le test disait oui, alors tout ce qu'elle avait connu serait remis en cause. Jeanne, sa mère, deviendrait une étrangère. Et elle, Claire, ne serait plus Claire. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. Ce n'est pas si simple. »« Je sais, répondit François. C'est pour cela que je ne te force à rien. Je vais attendre ta décision. En attendant, je vais chercher de mon côté. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Qui est Jeanne? Pourquoi t'a-t-elle caché? Comment as-tu disparu sans laisser de traces? » Claire le fixa un instant, puis quitta la pièce sans un mot. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir loin de ce bureau trop lisse, trop net. Dans la rue, elle marcha longtemps sans but, jusqu'à se retrouver dans un quartier qu'elle n'avait pas visité depuis des années, là où se trouvait l'ancien foyer où Madeleine l'avait recueillie pendant quelques semaines. Elle s'arrêta devant le bâtiment, désormais fermé, les fenêtres condamnées. Une affichette collée sur la porte annonçait la fermeture définitive du centre, pour raisons administratives. Elle se souvint alors des mains de Madeleine sur les siennes, l'aidant à placer ses doigts sur les touches d'un petit piano droit, cabossé mais accordé. La vieille femme disait peu de choses, mais elle souriait souvent. Elle l'appelait « Petite Perle ». Claire resta là, les yeux dans le vide, essayant de rattraper un souvenir plus net. Rien ne venait. Pendant ce temps, François avait entamé ses recherches. Il avait demandé à son assistant personnel de rassembler tout ce qui pouvait exister sur Jeanne, la femme qui prétendait être la mère de Claire. Les premières informations révélèrent qu'elle n'avait jamais déclaré d'enfant à son nom. Aucun acte de naissance, aucun suivi scolaire. Rien sinon une longue série d'adresses temporaires, de squats, de logements d'urgence. C'était comme si Jeanne avait toujours vécu dans les marges, sans laisser de traces durables. Plus il creusait, plus le profil se dessinait. Une femme discrète, méfiante, sans antécédents judiciaires, mais toujours en mouvement. Il retrouva même la trace d'un ancien travail socialeur qui se souvenait d'elle. Elle était gentille, un peu fermée, très protectrice envers une fillette silencieuse qu'elle appelait Claire. Mais elle fuyait les questions. Dès qu'on lui demandait d'où venait la petite, elle changeait de sujet. François sentit la colère monter. Pas contre Jeanne directement, mais contre cette réalité absurde qui avait permis à sa fille de disparaître sans que personne ne puisse la retrouver. Il décida alors de faire un pas de plus. Il allait lui rendre visite. Pas en tant que père désespéré, mais sous un autre prétexte. Il voulait la voir, la confronter peut-être, lire dans ses yeux ce que les papiers ne diraient jamais. Il envoya un message à Claire, l'informant qu'il voulait aider Jeanne médicalement, via un programme de santé de l'entreprise. Elle ne répondit pas. Mais 2 jours plus tard, elle l'attendait devant son immeuble, le visage fermé. « Elle ne sait pas que je t'ai laissé venir.
Ne dis rien sur le test, ne parle pas de ce que tu crois. Reste flou. Elle est fragile. François acquiesça. Ils montèrent ensemble l'escalier étroit. Quand Jeanne ouvrit la porte, elle eut une expression étrange en le voyant. Pas de peur, pas de surprise, mais un temps d'arrêt, comme si elle avait déjà vu cet homme auparavant dans une autre vie. La porte grinça en s'ouvrant sur un petit couloir sombre, tapissé de photos vieillies et de murs écaillés. L'odeur d'humidité et de médicaments rances flottait dans l'air, mêlée à celle du linge mal séché. Jeanne, debout dans l'encadrement, fixait François avec une intensité troublante. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, mais il y avait dans son regard une lucidité qu'il n'avait pas anticipée. Il s'attendait à trouver une femme fragile, malade, peut-être confuse, mais ce qu'il voyait devant lui, c'était une femme sur la défensive, tendue comme un animal acculé qui ne sait plus où fuir. Claire prit les devants. « Maman, je te présente Monsieur Delattre. Il travaille dans une entreprise qui aide des familles en difficulté. Il a proposé de t'envoyer un médecin pour un suivi, gratuitement. » Jeanne ne répondit pas tout de suite. Elle recula lentement pour les laisser entrer sans quitter François des yeux. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le petit salon, il fut frappé par le dénuement du lieu. Une table bancale, 2 chaises dépareillées, un vieux canapé couvert d'un drap élimé. Sur un meuble bas, quelques boîtes de médicaments empilées à côté d'un gobelet en plastique à moitié rempli d'eau. Mais ce fut une photo posée sur une étagère qui attira immédiatement son attention. Il s'en approcha feignant de s'intéresser au cadre. Sur l'image, une petite fille de 3 ou 4 ans souriait timidement, vêtue d'un pull bleu trop grand. Les cheveux coupés au carré, les yeux légèrement baissés, mais quelque chose dans son expression le frappa. Il connaissait ce visage. C'était celui d'Élise, ou du moins une version d'elle, très jeune. Il avait chez lui une photo presque identique, prise dans le jardin de leurs anciens voisins, quelques mois avant sa disparition. Il se retourna lentement vers Jeanne, qui s'était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le regard lointain. « Vous avez une très belle photo, dit-il avec précaution. C'est clair, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-elle sans détourner les yeux. Elle avait 3 ans, je crois. Elle avait ce collier déjà, à cet âge-là. Jeanne hocha la tête. Elle l'avait quand je l'ai trouvée. Où l'avez-vous trouvée exactement? Jeanne tourna lentement la tête vers lui. Sur un banc. Un matin de novembre. Elle était seule. Elle avait de la fièvre. Elle appelait quelqu'un, un prénom que je n'ai pas compris. J'ai attendu des heures. Personne n'est venu. François sentit un pincement au cœur. Le mois de la disparition d'Élise était aussi novembre. Tout concordait. Mais il ne pouvait pas l'accuser frontalement. Il devait rassembler les faits, vérifier ce qu'elle disait. « Et vous n'avez pas alerté la police ?»« J'ai essayé, dit-elle calmement. Mais ils m'ont ri au nez. Une femme comme moi, sans travail stable, sans adresse fixe. Ils ont dit que je n'avais pas les moyens d'élever un enfant, que c'était mieux de la laisser au service social. Alors je suis parti, j'ai fui avec elle. » Claire, debout à côté de la table, écoutait sans mot dire. Chaque phrase de Jeanne lui faisait découvrir un pan de sa propre histoire qu'elle ignorait. Elle n'avait jamais imaginé que sa mère adoptive avait vécu une telle angoisse. Mais cela n'effaçait pas la vérité. Elle avait menti, pendant des années. Par choix. Par peur peut-être, mais le mensonge restait entier. François reprit la parole, plus doucement. « Vous souvenez-vous du lieu exact? De la rue? C'était dans le 19e, près d'un square. Je crois que c'était la rue Compense. Mais ça fait longtemps. Tout a dû changer. » Il nota mentalement l'information. C'était une piste. Il avait déjà contacté un enquêteur privé, discret, capable de retrouver des archives, des témoignages, des caméras de surveillance anciennes. Si la rue Compense avait été équipée de caméras à l'époque, il y aurait peut-être une trace, un élément, un visage reconnaissable. Pendant qu'il parlait, Jeanne se leva avec difficulté et alla chercher une boîte en fer posée dans la cuisine. Elle l'ouvrit devant eux. À l'intérieur, une poignée de petits objets soigneusement conservés, une barrette cassée, un gant d'enfant, un billet de bus déchiré et un carnet d'hôpital à moitié effacé. « C'est tout ce que j'avais d'elle, » dit-elle simplement. François feuilleta le carnet. Il n'y avait pas de nom, seulement des dates, des prescriptions médicales. L'en-tête d'un ancien hôpital public, fermé depuis plusieurs années. Il photographia les pages avec son téléphone, puis remercia Jeanne pour sa confiance. Au moment de partir, il croisa une dernière fois son regard. Cette fois, il y lut autre chose. Pas seulement de la fatigue.
une forme de résignation, ou peut-être un sentiment plus profond, plus douloureux, comme si au fond d'elle, Jeanne savait que la vérité s'approchait et qu'elle ne pourrait plus la retenir longtemps. Dehors, Claire marcha en silence à côté de lui jusqu'à l'arrêt de métro. Avant de descendre, elle se tourna vers lui. « Elle vous a dit la vérité, vous pensez ? Je pense qu'elle vous aime sincèrement, mais je pense aussi qu'elle cache encore des choses. Peut-être pour vous protéger, peut-être pour se protéger elle-même. » Claire hocha la tête. Elle n'en voulait pas à Jeanne. Pas vraiment. Mais elle avait besoin de savoir, de comprendre, de retrouver, enfin, son propre passé. Le lendemain matin, Paris s'éveillait dans une lumière pâle de fin d'automne. Claire, emmitouflée dans son manteau usé, marchait lentement le long de l'avenue Jean Jaurès, le regard perdu dans ses pensées. Depuis la visite de François chez elle, elle n'avait presque pas parlé à Jeanne. L'atmosphère à l'appartement était devenue plus tendue, plus lourde. Une distance s'était installée entre elles, comme un voile invisible que ni l'une ni l'autre ne parvenait à percer. Claire ne savait plus sur quel pied danser. Elle voulait croire que Jeanne l'avait protégée, qu'elle avait agi par amour, mais chaque nouveau détail révélé la rapprochait d'une autre vie, d'une identité qu'on lui avait volée ou dissimulée. Ce jour-là, elle se rendit à Novatech, non pas pour jouer ou revoir François, mais pour rencontrer Sandrine Morel, la responsable qui avait reconnu le collier. Sandrine l'attendait dans un petit salon du 8e étage, entouré de plantes et de fauteuils confortables. Elle l'accueillit avec une simplicité rassurante. « Je suis contente que tu sois venue, Claire. Je me doute que tout ça doit être très étrange pour toi. » Claire s'assit sans répondre, posant son sac à ses pieds. « J'ai beaucoup réfléchi, » continua Sandrine. « Ce que je t'ai montré, la photo, je l'avais gardée parce que j'ai travaillé sur le dossier de la disparition d'Élise à l'époque. Pas en tant que policière, bien sûr, mais parce que Novatech avait mis en place une cellule de soutien interne. François était détruit. Certains employés l'étaient aussi. Il était très apprécié, humain, proche de ses équipes. Et quand sa fille a disparu, tout le monde s'est mobilisé. Les photos ont circulé ici, les détails de l'enquête aussi, au moins dans les premiers mois. C'est pour ça que je me souvenais si bien du collier. Claire écoutait en silence, essayant de rester concentrée malgré les battements rapides de son cœur. « Je n'ai pas l'intention de te convaincre de quoi que ce soit, » reprit Sandrine. « Mais je pense que tu dois savoir que depuis quelques jours, des gens cherchent à recouper des informations sur toi. J'ai reçu un appel anonyme hier, d'une femme qui posait des questions sur toi, sur ton lien avec François, sur ton passé. » Claire se redressa brusquement. « Une femme ? Vous avez reconnu sa voix ? » ?»« Non. » Mais elle semblait nerveuse. Et surtout, elle voulait savoir si François avait l'intention de faire reconnaître l'enfant comme sienne. C'est la formulation exacte qu'elle a utilisée. Claire sentit un frisson parcourir son dos. Ce genre d'appel n'avait rien d'anodin. Elle avait l'impression que quelque chose de plus vaste l'entourait, que des pièces invisibles bougeaient sans qu'elle n'ait le moindre contrôle. « Et vous avez dit quoi ?»« Que je ne savais rien, » répondit Sandrine. « Ce qui est vrai. Mais je te le dis parce que tu dois être prudente. Si quelqu'un a intérêt à ce que la vérité ne sorte pas, ce quelqu'un pourrait devenir dangereux. » En quittant le bâtiment, Claire se sentait suivie. Elle avait beau se retourner, observer les visages dans la rue, elle ne voyait personne de suspect. Mais une sensation étrange l'accompagnait, comme une présence muette, dissimulée dans les recoins de la ville. À mesure qu'elle avançait, cette impression grandissait. Sur le quai du métro, dans les couloirs, elle jetait des coups d'œil rapides autour d'elle. Chaque personne lui semblait trop attentive, chaque regard croisé trop insistant. De retour à l'appartement, elle ne dit rien à Jeanne. Elle alla directement s'enfermer dans sa chambre et s'assit sur le sol, dos au mur, le collier entre les doigts. Le métal froid l'aidait à réfléchir. Elle resta ainsi un long moment, jusqu'à ce que des bruits étouffés dans la pièce voisine l'alertent. Jeanne était au téléphone. Sa voix, d'abord basse, devint plus nerveuse. Claire se leva, s'approcha doucement de la cloison. Elle reconnaissait ce ton, celui que Jeanne prenait quand elle voulait cacher quelque chose. Les mots qu'elle entendit la figèrent. « Je t'avais dit de ne plus appeler ici. Il est déjà trop proche. Il l'a reconnu. Non, je ne lui ai rien dit de tout ça. Bien sûr qu'elle me croit encore. Mais pas pour longtemps. On ne pourra pas l'empêcher de fouiller. » Claire s'écarta, le souffle coupé. Son cœur battait à toute vitesse. Qui était au bout du fil? Que signifiaient ces mots? Qu'est-ce que Jeanne avait encore caché? Et surtout, de quoi parlait-elle quand elle disait « tout ça » ? Le lendemain,
Claire retourna voir François. Cette fois, elle ne demanda pas à parler à Sandrine. Elle entra directement dans le bureau du PDG, déterminée. « Il faut qu'on parle. » Il referma la porte et lui désigna un siège. « Jeanne a reçu un appel. J'ai entendu sa conversation. Elle parlait à quelqu'un d'autre. Elle disait que tu étais déjà trop proche, qu'elle ne m'avait pas tout dit et qu'on ne pourrait pas t'empêcher de continuer à chercher. » François ne sembla pas surpris. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, resta silencieux quelques secondes. « Je m'en doutais, » avoua-t-il. Son regard, l'autre jour, ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la peur, comme si elle savait que tout allait lui échapper. J'ai demandé à un enquêteur de vérifier certaines choses. Il a retrouvé la trace d'un ancien médecin urgentiste qui aurait admis une fillette fiévreuse, sans papier, en novembre, il y a 6 ans. L'enfant était ensuite sorti de l'hôpital avec une femme inconnue, sans autorisation. Le signalement avait été classé sans suite. Claire se leva brusquement. « Tu veux dire que Jeanne m'a enlevé ? Je pense qu'elle t'a trouvé, et qu'au lieu de te confier aux autorités, elle t'a gardé. Peut-être par peur de te perdre, peut-être parce qu'elle pensait te protéger, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a fui. » Claire resta un moment immobile, le regard perdu. Elle ne savait plus ce qu'elle devait ressentir. Jeanne n'était peut-être pas une criminelle, mais elle avait pris une décision qui avait brisé 2 vies, et cette décision revenait maintenant comme une onde de choc. Et si je fais ce test ADN, et que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe ensuite? François s'approcha. Alors tu auras une réponse, pas une obligation, je ne te demanderai rien. Mais tu sauras, et personne ne pourra plus te mentir. Claire regarda le test, posé dans un petit sachet stérile, un simple coton-tige, une formalité. Mais derrière ce geste banal, il y avait tout un passé qui pouvait renaître. Elle prit le sachet, le serra entre ses mains. « Je veux le faire. » Elle ne tremblait plus. Le doute faisait encore rage en elle, mais une autre force prenait le dessus. Elle voulait savoir. Non pas pour choisir entre 2 vies, mais pour comprendre celle qu'on lui avait imposée sans son accord. Le trajet de retour jusqu'à l'appartement fut l'un des plus longs de la vie de Claire. Chaque pas dans la rue résonnait comme une décision irréversible. Dans sa poche, le sachet contenant l'échantillon ADN semblait plus lourd que le poids de toutes ces années d'incertitude. Ce simple objet, insignifiant en apparence, contenait la promesse d'une vérité qui allait changer tout ce qu'elle croyait savoir. Elle ne savait pas encore ce qu'elle redoutait le plus, que le test confirme les soupçons de François, ou qu'il les infirme, et qu'elle reste à jamais suspendue entre 2 histoires. Lorsqu'elle poussa la porte de l'appartement, le silence était total. Jeanne était assise à la table, une tasse de thé froide devant elle. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, comme si elle savait déjà que quelque chose avait changé. Claire referma la porte derrière elle, puis posa le sachet en plastique au centre de la table. Jeanne le regarda à peine. « Je l'ai fait », dit simplement Claire. Jeanne prit une grande inspiration, mais ne répondit pas tout de suite. Elle se leva lentement, alla chercher une vieille boîte à chaussures qu'elle gardait dans le placard de la chambre et la posa à côté du sachet. Claire la reconnut immédiatement. C'était la même boîte qui contenait le peu de souvenirs matériels de sa petite enfance. Jeanne l'ouvrit sans trembler. À l'intérieur, les mêmes objets que l'autre jour, mais cette fois, elle y ajouta une lettre, pliée en 4 jaunie, avec une écriture féminine. « Tu devrais lire ça », dit-elle d'une voix basse. Claire prit la lettre et l'ouvrit. Le papier était fragile, l'encre légèrement effacée par le temps. Il s'agissait d'un message de Madeleine, la vieille femme du foyer adressée à Jeanne. Le contenu était clair. « Jeanne, tu sais ce que tu fais. Tu as le droit de l'aimer. Mais n'oublie jamais que cet enfant appartient à quelqu'un d'autre. Tu l'as trouvé, oui, mais tu ne l'as pas sauvé de rien. Tu dois un jour lui dire la vérité, sinon elle te la demandera. » Claire sentit sa gorge se serrer. Tout était là. Madeleine savait, Jeanne savait, et personne ne lui avait jamais rien dit. « Tu allais me cacher ça jusqu'à quand ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jeanne ne répondit pas tout de suite. Elle se rassit, les mains croisées devant elle, le regard fixé sur le vide. « Je t'ai trouvé seule, en larmes, en pleine rue. Tu étais en sueur, tu avais des brûlures, comme si on t'avait oublié là pendant des heures. J'ai attendu, j'ai cherché autour. Personne. Les passants passaient. Certains t'ignoraient, d'autres me disaient d'appeler la police. Mais je savais ce que ça voulait dire. Je n'étais personne pour eux. J'avais déjà essayé d'adopter légalement. On m'avait ri au nez.
Alors j'ai pris une décision. Peut-être la pire, peut-être la plus juste. Je ne sais pas, mais je t'ai ramené avec moi. Je t'ai soigné. Tu ne parlais presque pas, tu ne mangeais pas. Puis tu as commencé à me suivre, à m'appeler « maman ». Et j'ai eu peur. Peur qu'on vienne te reprendre, que tu retournes à une famille qui ne t'avait même pas cherché. Ce n'est pas vrai, répliqua Claire. François a remué ciel et terre. Il n'a jamais cessé de me chercher. Tu n'as jamais voulu le savoir. Tu n'as pas essayé. Tu as décidé pour moi. Jeanne baissa les yeux. Peut-être. Mais je t'ai aimé. Et je continue. Alors pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as caché même à Madeleine que tu savais? Parce qu'en disant la vérité, je te perdais. Un silence épais s'installa entre elles. Claire recula d'un pas. Pour la première fois, elle vit Jeanne non pas comme la figure rassurante de son enfance, mais comme une femme accablée par ses choix, ses erreurs, ses silences. Elle l'aimait toujours, mais cet amour ne pouvait plus suffire à effacer ce qu'elle venait de découvrir. « Je vais partir, dit-elle. Où veux-tu aller? Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester ici, pas maintenant, pas après tout ça. » Jeanne se leva, le pas incertain. « Tu n'as nulle part où aller. »« Si, j'ai François. »« Tu ne sais rien de lui. Tu crois qu'il est ton père parce qu'il a de l'argent, un bureau brillant, des employés qui l'admirent. Il t'a peut-être reconnu parce qu'il a perdu quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il peut te redonner tout ce qu'on t'a volé. Peut-être pas, mais il ne m'a pas menti, pas comme toi. » Jeanne voulut dire quelque chose, puis renonça. Claire prépara quelques affaires dans un sac, des vêtements, son carnet de musique, le collier, et sortit sans se retourner. Dans l'escalier, elle sentit ses jambes trembler, mais elle tint bon. Une fois dans la rue, elle marcha longtemps, sans but précis, refusant de laisser les larmes monter. Elle s'arrêta enfin dans une gare, non loin de la ligne de train qui desservait la banlieue sud. Elle s'assit sur un banc, regardant les départs. Pas pour fuir, pas encore, mais parce qu'elle ne voulait voir personne. Pas tout de suite. Son téléphone vibra, un message de François. « Les résultats du test sont prêts. Tu veux qu'on les lise ensemble ?» Elle ne répondit pas. Pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé un endroit où respirer. Un peu plus tard dans la soirée, elle se réfugia dans un foyer d'accueil pour jeunes, qu'elle avait connu durant un hiver particulièrement rude. La directrice, une femme bienveillante, se souvenait d'elle. Elle lui proposa un lit pour quelques nuits. Claire accepta, reconnaissante. Elle s'enferma dans la petite chambre, sortit le test d'ADN de sa poche et le posa sur la table de chevet. Puis elle s'allongea, sans allumer la lumière. Pour la première fois depuis des jours, elle se permit de pleurer. Mais ce n'était pas de la douleur seule. C'était une forme de libération. Elle ne savait plus qui elle était, mais elle savait qu'elle n'était plus celle que Jeanne lui avait demandé d'être. François avait passé la nuit dans son bureau, incapable de dormir. Les résultats du test ADN étaient arrivés tard dans la soirée. Il avait attendu un message de Claire, un mot, une réponse, mais rien n'était venu. Le silence qu'elle lui laissait en retour n'était pas de l'indifférence. Il le sentait. C'était le reflet d'un chaos intérieur qu'il comprenait mieux que personne. Il avait vécu ce même vertige 6 ans plus tôt, lorsqu'il avait ouvert la porte de la chambre d'Élise et trouvé son lit vide. Le même silence. Le même vide. Il n'avait pas osé lire le document seul. Il voulait qu'elle soit là, qu'elle puisse découvrir en même temps que lui cette vérité que tous deux pressentaient. Mais plus les heures passaient, plus il sentait que quelque chose le forçait à avancer. Alors, il l'ouvrit, lentement, avec des gestes mesurés, comme s'il manipulait une vérité trop fragile. Il parcourut les lignes. Comparaison entre les profils génétiques. Codification. Résultat. La confirmation s'étalait sous ses yeux, implacable. Concordance biologique à plus de 99,9%. Claire était Élise, sa fille, celle qu'il avait perdue, celle qu'il avait crue morte. Elle était vivante. Elle avait grandi loin de lui, sous un autre nom, dans un autre monde. Mais elle était là. Il resta un long moment sans bouger, puis referma l'enveloppe et la glissa dans son tiroir. Ce n'était pas encore le moment de lui en parler. Il devait d'abord comprendre comment une enfant de 6 ans avait pu disparaître en plein Paris sans que personne ne la retrouve pendant toutes ces années. Il appela son enquêteur privé et l'envoya sur une piste nouvelle. Madeleine. Claire avait parlé de cette vieille femme comme de la personne qui lui avait appris à jouer la chanson du lac. François n'avait jamais connu de Madeleine dans son entourage. Mais en recoupant les informations,
L'enquêteur retrouva une trace. Madeleine Perrault, ancienne éducatrice, avait travaillé dans un foyer pour jeunes enfants situé dans le 19e arrondissement, le même foyer que celui évoqué par Claire. Le lieu avait été fermé depuis 2 ans. Madeleine, elle, était décédée depuis 6 mois, à l'âge de 83 ans. Mais ce n'était pas la fin. L'enquêteur récupéra une partie des affaires personnelles de la vieille femme, conservées par une voisine bienveillante. Dans une boîte en carton étiquetée « Souvenirs », parmi des photos jaunies, des partitions de musique et des lettres, il trouva un journal intime. Un petit carnet à spirale, couvert de notes serrées, qui retraçait plusieurs années de travail auprès des enfants abandonnés. François le lut d'une traite, assis à son bureau, les mains crispées sur les pages. Le nom de Claire n'y apparaissait jamais directement, mais plusieurs passages décrivaient une fillette aux yeux clairs, trouvée par une femme marginale, recueillie au foyer sans procédure officielle, cachée au sein du centre pendant plusieurs semaines avant que Madeleine ne décide de ne plus poser de questions. Elle écrivait « Je vois bien qu'elle n'est pas née pour cette vie. Elle a quelque chose de différent, une lumière que d'autres n'ont pas. Mais je n'ai pas la force d'alerter les autorités. Si je le fais, je perds son regard. Je préfère me taire, la protéger à ma manière. » Et plus loin, sur la dernière page, une note avait été griffonnée à la hâte. « Elle ressemble trop à cette Élise dont on a tant parlé. Je crois que je sais. Mais je ne suis pas prête à être celle qui déclenche tout. » Ce fut ce passage qui donna à François un frisson. Il prit une photo du carnet puis lut les dernières lignes. « Je garde encore le papier qu'elle tenait en arrivant. Elle ne le quitte jamais. L'adresse est illisible, mais la première ligne est restée intacte. 4, rue des Tilleuls, Fontainebleau. » François se figea. Fontainebleau. Une ville à 1 heure de Paris. Il connaissait ce nom. Dans sa jeunesse, avant la naissance d'Élise, il y avait passé plusieurs week-ends avec son épouse dans une maison prêtée par des amis. Une région boisée, paisible. Il n'avait plus aucun lien avec ce lieu, mais cette adresse, surgie de nulle part, relançait une direction qu'il ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, il se rendit à Fontainebleau. La rue des Tilleuls existait bien. Le numéro 4 était une vieille maison mitoyenne, simple, légèrement décrépie, avec un petit jardin envahi par la mousse. Il frappa. Une femme d'une 60aine d'années ouvrit. Elle portait un tablier taché de farine. Il se présenta poliment, demanda s'il pouvait poser quelques questions. Elle répondit qu'elle connaissait Madeleine, qu'elles étaient cousines éloignées. Quand il parla d'une petite fille qui aurait pu y être amenée il y a 6 ans, son visage se crispa. « Madeleine m'a confié une enfant, oui, mais pas longtemps. 2 jours. Elle avait reçu un appel d'une de ses collègues du foyer, une urgence. Elle est venue en voiture, a laissé la petite avec moi en me disant qu'elle reviendrait. Mais elle ne l'a jamais fait. Finalement, une autre femme est venue, discrète, nerveuse. Elle disait s'appeler Jeanne. Elle a dit qu'elle connaissait l'enfant, qu'elle devait l'emmener. Je n'ai pas osé refuser. Je n'étais pas légalement responsable. Et la petite semblait la reconnaître. François sentit une rage sourde monter en lui. Jeanne avait donc orchestré cela depuis le début. Pas par hasard, pas par accident. Elle avait volontairement récupéré une enfant perdue, l'avait sortie du système, l'avait élevée dans l'ombre. Et tout le monde autour avait laissé faire. Avez-vous gardé quelque chose? Un objet? Un souvenir? Quoi que ce soit? La femme réfléchit. Elle revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte en métal. À l'intérieur, une broche, une chaussette d'enfant et un petit carnet rouge. Lorsqu'il l'ouvrit, François reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de sa fille, Élise. De toute évidence, elle l'avait écrit elle-même, encore très jeune. Quelques dessins, des phrases simples, et au milieu, une page le frappa. « Papa m'a appris une chanson. Il dit qu'elle est à nous deux. Elle parle d'un lac et d'un ciel blanc. Un jour, je la jouerai très fort pour qu'il m'entende, même s'il est loin. » Il referma le carnet, les mains tremblantes. La certitude était là. Claire était bien Élise. Et Élise n'avait jamais cessé de penser à lui. De retour à Paris, il appela immédiatement Claire. Elle ne répondit pas, mais il la localisa grâce au téléphone que son entreprise lui avait offert quelques semaines plus tôt. Elle était à Lyon. Il n'attendit pas. Il prit le prochain train. Dans le wagon, le carnet d'Élise dans les mains, il comprit que le plus dur ne serait pas de la convaincre qu'elle était sa fille. Le plus dur serait de reconstruire, sans lui imposer, une place dans sa vie. Elle avait grandi sans lui. Elle s'était construite sur un mensonge, mais avec des repères. Il ne voulait pas effacer cela, il voulait juste être présent.
La gare de Lyon-Part-Dieu était agitée comme à son habitude, avec les allées encombrées de voyageurs tirant des valises sur les dalles grises. Mais François n'avait pas d'yeux pour la foule. Il descendit du train avec une détermination muette, le carnet d'Élise serré dans la poche intérieure de son manteau. Il n'avait pas prévenu Claire de son arrivée. Elle n'avait toujours pas répondu à ses messages. Il avait simplement suivi la trace laissée par son téléphone, localisée à quelques rues d'une place animée, non loin du quartier des terreaux. L'enquêteur privé l'avait informé que Claire avait été vue par un musicien de rue, un jeune violoniste, qui avait reconnu son visage après l'avoir vu dans une vidéo tournée lors de l'événement chez Novatech. Ce garçon, prénommé Léo, jouait régulièrement à Lyon et avait l'habitude de remarquer les talents qui passaient. Il avait immédiatement remarqué Claire lorsqu'elle s'était assise devant un piano public installé dans un centre culturel du quartier. Sa façon de jouer, la concentration dans son regard, la finesse de son jeu, tout rappelait une musicienne accomplie. Il n'avait pas osé l'approcher ce jour-là. Mais il avait pris une photo discrète qu'il avait ensuite envoyée au compte officiel de Novatech, pensant rendre service. C'est par ce biais que François avait appris que Claire était là. Il se rendit sur place en fin de matinée. Le centre culturel était ouvert, quelques artistes en résidence discutaient dans le hall. Au fond, dans une salle isolée, un piano droit. Et là, devant lui, Claire. Elle jouait seule, les épaules légèrement penchées, concentrée sur la partition devant elle. François resta dans l'ombre quelques secondes, observant sans oser la déranger. Ce moment-là, il ne l'avait vue que dans ses rêves pendant si longues années. Sa fille, vivante, grandie, là, devant lui, le dos tourné mais entière. Lorsqu'elle s'arrêta, elle sentit une présence. Elle se retourna et leurs regards se croisèrent. Elle ne dit rien. Il ne parla pas non plus, au début. Il avança doucement, sortit le carnet rouge de sa poche et le lui tendit sans un mot. Elle le prit, méfiante, l'ouvrit. Les premières pages la déconcertèrent, puis elle tomba sur celle où était écrite la phrase sur la chanson du lac. Elle la lut 3 fois d'affilée. L'écriture, bien qu'enfantine, lui semblait familière, mais ce ne furent pas les mots qui la frappèrent le plus. Ce fut la façon dont ils résonnaient en elle, comme un écho d'un souvenir qu'elle n'avait jamais su nommer. « C'est ton carnet », dit François enfin. « On l'a retrouvé dans une maison à Fontainebleau. Tu y as séjourné 2 jours, il y a 6 ans. Tu l'avais sur toi. Puis Jeanne est venue. Elle t'a emmené. Elle t'a caché. Elle t'a gardé pour elle. » Claire ne répondit pas. Elle continua à tourner les pages. Dessins, gribouillages, mots inventés. Des petits détails qu'elle ne se souvenait pas avoir créés, mais qui semblaient pourtant sortir d'elle. Elle s'arrêta sur une autre phrase, griffonnée à la va-vite. « Papa dit que si je suis perdue, je dois écouter la musique. Elle me ramènera. » Cette fois, elle ne put retenir les larmes. Elle referma le carnet doucement, le posa sur ses genoux. François, toujours debout, n'osa pas s'approcher davantage. « Je sais que tu ne m'as pas attendu. Je sais que je ne peux pas réparer ce qui a été brisé. Mais je voulais que tu saches, que tu vois ce que je vois. Tu n'as pas à choisir entre 2 vies. Tu n'as pas à m'accepter comme père. Mais tu as le droit de connaître ton histoire. Et je suis là pour t'aider si tu veux. » Claire releva les yeux vers lui. Elle le regarda longuement comme si elle cherchait une faille dans ses mots, un piège, une tentative de manipulation. Mais elle n'en trouva pas. Il n'y avait pas de promesse grandiloquente. Juste un homme fatigué, mais sincère. Un père peut-être. Elle se leva, prit le carnet dans ses mains, le serra contre elle. « Je veux voir où je suis née », dit-elle simplement. François acquiesça. Il n'avait pas espéré un pardon. Il n'avait pas espéré de grandes retrouvailles. Mais cette phrase-là, cette demande, valait plus que tout. Ils prirent le train pour Paris dans l'après-midi. Le trajet se fit en silence. Claire observait le paysage défiler à travers la vitre. Elle se souvenait vaguement de ces arbres, de ces plaines, sans pouvoir les situer. François lui montra une photo de leur ancienne maison, un pavillon discret dans une rue paisible de Montrouge. Elle reconnut la façade. Ce fut un détail insignifiant, un carreau fissuré sur une des fenêtres, qui fit remonter une sensation. Le froid de l'hiver qui entrait par là, la main de quelqu'un la recouvrant d'une couverture, les mots « Je t'aime fort »,« Élise », murmurés dans le noir. Le soir tombait quand ils arrivèrent devant la maison. Elle avait été rachetée depuis, entièrement rénovée. Mais le nouveau propriétaire, informé de la situation, leur avait exceptionnellement ouvert les portes. François poussa doucement la grille.
Claire entra, ses pas lents, presque prudents. Le jardin avait changé. Les jouets d'enfants n'étaient plus là. Les rosiers avaient été arrachés. Mais la forme des lieux restait la même. L'espace résonnait encore de ces anciens rires, enfouis quelque part. Ils pénétrèrent dans le salon. Le parquet avait été changé, les murs repeints. Mais dans un coin, un objet n'avait pas bougé, le piano droit. Le nouveau propriétaire l'avait conservé, pensant en faire une pièce décorative. Il ne savait pas qu'il gardait là un témoin silencieux d'une mémoire interrompue. Claire s'en approcha, effleura les touches. Certaines étaient désaccordées, mais lorsqu'elle posa les doigts sur les notes de la chanson du lac, le son qu'elles produisirent fut étrangement juste. Elle joua lentement, les yeux fermés, chaque note une déchirure, mais aussi une reconstruction. François, debout dans l'encadrement de la porte, ne dit rien. Il la regarda simplement retrouver, dans ce moment suspendu, une partie d'elle-même que personne n'aurait jamais dû lui voler. Après leur visite à l'ancienne maison familiale, Claire décida de prendre du recul. Elle ne rentra pas chez Jeanne et ne resta pas non plus chez François. Au lieu de cela, elle retourna à Lyon, cette ville où elle avait trouvé quelques instants de paix loin de la tension parisienne, loin des révélations, des preuves, des mots lourds qu'elle n'était pas encore prête à affronter en permanence. Elle trouva une chambre dans un foyer pour jeunes adultes, discret et calme, géré par une association locale. Elle ne dit à personne où elle se trouvait, pas même à François. Les jours passèrent. Elle ne répondait plus aux messages. Elle avait besoin de silence, de lenteur, d'un espace neutre pour penser. Chaque soir, elle sortait marcher dans les ruelles du centre. Parfois s'arrêtait près d'un musicien de rue pour écouter quelques notes, mais ne jouait plus elle-même. Elle évitait les pianos comme on évite les miroirs. Elle avait peur d'y retrouver une vérité qui lui échappait encore. Un après-midi, alors qu'elle observait un groupe de jeunes artistes s'installer sur la place Satonnet pour une performance improvisée, un garçon s'approcha d'elle. « Tu es Claire, non ? Je veux dire, je t'ai vue dans une vidéo, celle où tu joues chez Novatech. » Elle le fixa sans répondre. Il avait une vingtaine d'années, les cheveux en bataille, une guitare sur le dos. Il semblait inoffensif, mais elle restait sur ses gardes. « Je suis Léo. Je t'ai vu aussi à Lyon, au centre culturel. Je me suis dit que, si tu étais encore là, peut-être tu aurais envie de rejouer. » Elle allait répondre, mais il ajouta, plus doucement, « Il y a un homme à Paris qui te cherche. Il a parlé avec moi. Il a l'air sincère. Il n'a pas insisté. Il voulait juste savoir si tu allais bien. » Claire détourna le regard. Elle se leva, remercia Léo sans s'expliquer, et s'éloigna rapidement. Mais cette rencontre, aussi brève soit-elle, déclencha quelque chose en elle. Ce n'était pas le fait que François la cherche encore, mais le ton utilisé par Léo. Ce calme, cette absence de pression, cette simple attention. Elle comprit que François n'était pas venu pour la récupérer. Il était venu parce qu'il avait accepté de ne pas la forcer. Et cette absence de contrainte, dans un monde où tout le monde avait toujours décidé à sa place, valait plus que n'importe quelle déclaration. 2 jours plus tard, alors que le froid tombait sur Lyon, Claire décida de l'appeler. Ce fut bref. « Je suis là, dit-elle. Tu peux venir. » François arriva le soir même. Il avait pris le premier train encore une fois, sans hésiter. Elle l'attendait dans le hall du foyer, un sac à ses pieds, l'air résolu, mais distant. « Je ne rentre pas à Paris pour l'instant, dit-elle d'emblée. Je veux rester ici. Mais je veux lire le carnet avec toi, en entier. Je veux savoir ce que j'ai oublié. » Ils s'installèrent dans un café tranquille, loin du tumulte du centre. François sortit le carnet rouge d'une enveloppe protectrice et le posa entre eux. Ils le feuilletèrent ensemble, lentement, chaque page comme une pièce d'un puzzle enfin recomposé. Il y avait des dessins de leur ancien salon, des notes griffonnées sur la chanson du lac, des listes de mots inventés, des jeux partagés, et puis, au milieu du carnet, une page plus chargée que les autres. Élise y avait écrit ce qu'elle aimait, le chocolat chaud, les rires de papa, les chansons du matin, la robe bleue, le canapé qui grince, la porte du frigo qui colle. Claire lut ces mots en silence et sentit une pression dans sa poitrine. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, juste des fragments du quotidien, des souvenirs minuscules mais ancrés qu'elle ne pouvait plus nier. Puis elle tourna une autre page. Celle-ci contenait un seul mot, répété 3 fois, écrit en lettres capitales tremblantes. Papa, papa, papa. Elle referma le carnet. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus.
Elle se contenta de poser sa main sur celle de François. « Je veux continuer seul pour un moment. Mais maintenant, je sais, ce n'était pas une acceptation totale, ce n'était pas un pardon, mais c'était une reconnaissance, une première pierre. » François acquiesça. Il ne lui demanda pas de rentrer. Il ne lui proposa pas de logement. Il ne chercha pas à l'embrasser ou à forcer une émotion. Il respecta son rythme, son espace. Avant de partir, il lui tendit une enveloppe. « Je ne voulais pas te la donner tout de suite. C'est le double d'un journal qu'on m'a remis, celui de Madeleine. L'original est déposé chez un notaire, mais je voulais que tu aies une copie. Elle a écrit beaucoup de choses sur toi. Je crois que tu as besoin de les lire seule. » Claire prit l'enveloppe sans l'ouvrir, la glissa dans son sac. Ils se quittèrent sur le quai de la gare, sans promesse, sans grands mots. François retourna à Paris. Claire resta. Le lendemain, dans la petite chambre du foyer, elle ouvrit le journal de Madeleine. Les premières lignes étaient simples. Elle est arrivée comme un souffle de vent froid. J'ai su, sans preuve, qu'elle venait de loin. Je n'ai jamais osé parler. J'ai toujours su qu'un jour, quelqu'un la reconnaîtrait. Page après page, Claire découvrit des détails que personne ne lui avait jamais dit. Comment elle parlait en dormant, comment elle refusait certains aliments mais adorait les crêpes, comment elle avait joué la chanson du lac pour la première fois sans que personne ne lui montre. Madeleine avait compris mais avait préféré se taire, et à la dernière page, Claire trouva un billet plié, glissé entre les feuilles, une note écrite d'une autre main. Un mot bref mais signé, « Élise, je t'attendrai autant qu'il faudra. Papa. » Elle resta assise longtemps, le billet dans les mains. Ce retournement n'était pas celui d'un événement spectaculaire. C'était un basculement intime, profond. Elle comprenait enfin que ce n'était pas sa mémoire qu'on lui avait volée, mais la possibilité de la reconstruire. Et désormais, elle en avait les fragments. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange calme. Claire, seule dans sa petite chambre du foyer lyonnais, se levait tôt, marchait longuement dans les rues encore vides, s'asseyait parfois sur un banc au bord du Rhône et laissait les heures s'écouler sans les retenir. Elle n'avait plus besoin de fuir. Elle n'était pas non plus encore prête à revenir. Elle vivait dans l'intervalle, cet entre-deux fragile où les souvenirs et la réalité se réconcilient sans se heurter. Elle avait lu le journal de Madeleine en entier, plusieurs fois. Certaines phrases lui revenaient dans les moments de silence, d'autres pendant son sommeil. Elle redécouvrait des fragments d'elle-même, éparpillés dans le récit d'une femme qu'il avait observée sans jamais oser agir. Madeleine n'était ni une héroïne, ni une lâche. Elle avait simplement été témoin. Et ce témoignage, aussi incomplet soit-il, avait suffi à ouvrir des brèches. Mais ce n'était pas le journal qui bouleversait le plus clair. C'était ce qui se réveillait en elle à mesure qu'elle lisait. Elle ne retrouvait pas ses souvenirs comme on ouvre un album photo oublié. Ce n'était pas visuel, c'était sensoriel. Elle se souvenait de la chaleur d'un tapis, du goût d'un chocolat un peu trop sucré, de la voix d'un homme chantant faux mais avec tendresse. Elle se souvenait du claquement d'une porte, du bruit d'un jouet qui roulait sous un canapé, du rire d'un soir d'été. Ce n'étaient non pas des images précises, mais des sensations qu'aucune autre vie que la sienne n'aurait pu contenir. Un après-midi, elle retrouva Léo dans un petit café du quartier Croix-Rousse. Il parlait peu. Il lui proposa de venir jouer avec lui lors d'une soirée musicale. Elle hésita puis accepta. Ce fut la première fois depuis des semaines qu'elle rejoua en public. Les notes sortirent d'abord avec retenue, mais très vite, ses doigts retrouvèrent leur souplesse. Elle ne joua pas la chanson du lac. Elle en improvisa une autre, à mi-chemin entre le passé et le présent, une composition qu'elle ne connaissait pas encore mais qui venait d'elle, profondément. Le public applaudit. Elle resta droite, silencieuse, puis s'inclina brièvement. En quittant la scène, elle sentit en elle une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le lendemain matin, elle prit le train pour Paris. Elle n'envoya pas de message à François, elle ne prévint pas Jeanne. Elle arriva seule, un sac à la main, et prit le métro jusqu'à Montrouge. Devant la maison qu'elle avait visitée quelques semaines auparavant, elle s'arrêta, observa la façade rénovée, les fenêtres lumineuses, puis fit demi-tour. Ce n'était pas encore le moment d'y entrer à nouveau. Elle avait autre chose à faire. Elle se rendit chez François, dont elle avait mémorisé l'adresse. Le concierge la laissa monter sans poser de questions. Quand elle frappa à la porte, il fallut quelques secondes avant qu'il n'ouvre. Il était vêtu simplement, sans costume, les traits fatigués, mais son regard s'éclaira immédiatement. « Tu veux entrer ?»
Elle hocha la tête. Ils s'installèrent dans le salon. Claire posa son sac, en sortit le carnet rouge, la copie du journal de Madeleine et une vieille photo retrouvée au fond de ses affaires. Une photo qu'elle ne savait pas qu'elle avait gardée. Une image d'un enfant dans un cadre trop petit, mal recoupé, flou, mais c'était elle, Élise. Et au dos, une date, une annotation presque effacée. Été au lac, 2017. François prit la photo dans ses mains. Il la contempla longuement. « C'est bien elle, dit-il simplement. Claire prit une profonde inspiration. « Je me souviens maintenant. Pas tout, mais assez. Le piano, la chanson, la pièce du fond, ta voix, les petites choses. Je ne sais pas pourquoi tout était bloqué, ou si c'était moi qui refusais de voir, mais maintenant je sais. Je n'ai plus besoin de tests, ni de preuves. » François hocha la tête. « Je ne t'en demanderai jamais. Jeanne m'a aimé, dit Claire. Je le sais. Elle m'a menti, oui, mais elle m'a aussi nourri, protégé, soigné. Elle ne m'a pas enlevé. Elle m'a recueilli. Et elle a eu peur. Elle a fui. Je ne veux pas la punir, répondit François. Je ne cherche pas la justice. Je voulais juste te retrouver, te savoir vivante. Le reste, ce sera à toi de décider. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il soudain. Il se leva, ouvrit une armoire, en sortit une boîte en bois et la posa sur la table. À l'intérieur, une collection de dessins, de lettres, de petites créations qu'Élise avait faites enfant. Il les avait toutes gardées. Claire les parcourut lentement. Une lettre l'arrêta. Elle était adressée à papa, écrite au crayon avec des lettres maladroites. « Si je me perds un jour, cherche-moi avec la chanson. Je te l'enverrai en rêve, et tu viendras me chercher. Je le sais. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle relut la phrase 3 fois. C'était comme une promesse faite autrefois par une enfant qui savait déjà qu'un jour elle aurait besoin d'être retrouvée. Elle referma la boîte. « Je vais rester à Paris quelques jours. Je veux revoir certains endroits. J'aimerais qu'on y aille ensemble. Pas comme père et fille, pas encore, mais comme 2 personnes qui recollent les morceaux. » François acquiesça, la gorge nouée. Il n'en demanda pas plus. Ils passèrent la semaine à revisiter des lieux de l'enfance d'Élise, le jardin d'acclimatation, la vieille librairie où elle aimait feuilleter des albums, la place où elle avait fait son premier manège. À chaque étape, Claire reconnaissait un détail, un son, une odeur. À chaque fois, la mémoire se tissait un peu plus. Un matin, elle demanda à retourner au foyer où Jeanne l'avait laissé quelques années plus tôt. Le bâtiment était désormais à l'abandon, mais elle parvint à entrer avec François. Les murs étaient vides, les pièces désertes. Mais dans l'ancienne salle de musique, elle retrouva le vieux piano. Il était couvert de poussière, mais toujours là. Elle s'assit, le nettoya du revers de la main et joua enfin la chanson du lac, sans trembler, sans hésiter. Elle la joua comme un adieu et une réconciliation. À la dernière note, elle se retourna vers François. « Je crois que je suis prête, dit-elle, prête à redevenir Élise, mais à ma manière, pas celle d'avant, pas celle qu'on attend, la mienne. » Le ciel de Paris était couvert ce matin-là d'un gris léger qui n'annonçait ni pluie ni lumière franche, une atmosphère suspendue, comme si la ville elle-même attendait que quelque chose se termine ou commence. Claire marchait dans les rues de Montrouge, seule, un sac léger sur l'épaule. Son pas était lent mais déterminé. Chaque coin, chaque façade éveillait en elle une mémoire endormie, une bribe de sensation ou un éclat de voix oublié. Elle n'avait plus peur de ses souvenirs. Ils n'étaient plus des fantômes mais des fondations. Elle ne cherchait pas à les retenir, seulement à les reconnaître. Elle arriva devant la maison familiale, celle où elle avait grandi jusqu'à ses 6 ans, avant cette coupure brutale, cette disparition dont elle ne gardait que des impressions vagues. Le portail était ouvert. Le nouveau propriétaire avait quitté la ville pour quelques jours et lui avait confié les clés sans poser de questions. Elle poussa la porte, pénétra dans le jardin. Le gravier crissa sous ses pas. Elle avança sans hâte jusqu'au seuil, ouvrit la porte, entra. La maison était silencieuse. Le parquet craquait légèrement sous ses pas, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Tout avait été refait, mais l'agencement restait le même. À droite, le salon. À gauche, la cuisine. Elle traversa les pièces une à une, touchant les murs, observant les cadres laissés là par la nouvelle famille. Elle n'avait pas envie de pleurer. Ce n'était pas un moment de tristesse. C'était une reprise de territoire, une réappropriation. Dans la pièce du fond, elle trouva le piano. Celui qui n'avait pas été déplacé.
que les nouveaux occupants avaient conservé par goût ou par flemme, peu importait. Elle s'approcha, souleva le couvercle, fit glisser ses doigts sur les touches. Elles étaient un peu froides, mais accordées. Elle s'assit, ajusta le banc, ferma les yeux. Les premières notes qu'elle joua n'étaient pas celles de la chanson du lac. Elle joua autre chose, une suite douce, personnelle, nourrie de tout ce qu'elle avait traversé. Elle ne jouait pas pour impressionner, ni pour se souvenir. Elle jouait parce que c'était sa façon de dire qu'elle était revenue, pas revenue en arrière, revue à elle-même. Elle n'était plus Claire, pas tout à fait Élise. Elle était les deux à la fois. L'une avait survécu dans la rue, connu la faim, l'absence, la débrouille. L'autre avait été aimée, puis arrachée, puis oubliée. Elle n'était pas en conflit. Elle se complétait, désormais. Le morceau terminé, elle resta un moment les mains posées sur le clavier. Puis elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir doucement. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle savait qui c'était. François. Il n'avait pas insisté pour venir. Elle l'avait invité, sobrement, par un simple message. « Je veux que tu entendes ça. » Il entra sans bruit, s'arrêta près de l'encadrement. Il la regarda jouer les dernières notes d'un morceau improvisé et sut qu'il n'avait plus besoin de mots. Il comprenait que quelque chose s'achevait ici, sans éclat dramatique, sans scène, sans cri, juste une acceptation profonde, solide. Claire se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'approcha de lui. Elle ne parlait pas encore, mais elle sortit de sa poche une clé. Petite, simple, elle la lui tendit. « C'est la maison. Tu devrais y revenir de temps en temps. Pas pour moi. Pour toi. » François prit la clé, la serra dans sa paume, ému sans le montrer. « J'ai trouvé une école de musique, dit-elle ensuite. À Lyon. Ils cherchent une jeune professeure pour les enfants qui n'ont pas les moyens. Je vais essayer. Peut-être que je n'y arriverai pas. Peut-être que si. Tu y arriveras. Je veux aussi revoir Jeanne. Je ne suis pas en colère. Je ne lui pardonne pas tout, mais je sais pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et je veux qu'elle sache que je suis bien, que je me reconstruis. Pas comme avant. Mieux. Elle le saura. Si tu veux, je peux l'accompagner. Ou te laisser y aller seul. Je préfère y aller seul. Mais merci. » Ils sortirent tous les deux dans le jardin. Le vent était léger. Une branche frémissait doucement. Le silence était paisible. François se tourna vers elle. « Je n'ai jamais cessé de croire que tu étais vivante, même quand tout le monde me disait de faire le deuil. Je n'ai pas eu raison. J'ai juste eu la chance que tu survives. Ce n'était pas que de la chance, répondit-elle. C'était aussi parce que quelqu'un m'a aimé, même si c'était de travers. Et maintenant j'ai envie d'apprendre à être aimé autrement. » Avec clarté. Ils s'assirent un moment sur le banc du jardin. Aucun mot n'était nécessaire. C'était une conclusion sans fin, un commencement qui ne portait pas encore de nom. François comprenait que leur relation ne serait jamais comme avant. Il ne redeviendrait pas le père d'un enfant perdu. Il allait devenir le père d'une jeune femme retrouvée. Et ce rôle-là demandait une humilité nouvelle, une patience qu'il était prêt à embrasser. Avant de partir, Claire se retourna une dernière fois vers la maison. Elle sourit légèrement. Non pas parce qu'elle était heureuse au sens classique, mais parce qu'elle était enfin entière. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de nostalgie, seulement un présent reconstruit, à partir de vérités longtemps refoulées. Elle repartit vers la gare avec un pas plus léger. Son avenir ne serait pas simple, mais il serait à elle.